Bonjour à tous et bienvenue sur To Be Your Joy. Je suis Aurélie Enda, thérapeute énergéticienne, et je vous retrouve ici pour partager des clés de compréhension afin d'aller vers votre guérison, vers votre joie. Dans cette capsule, je viens aborder le thème de la solitude. Ami ou ennemi? Ou quand la solitude est bienfaitrice, ou alors qu'elle devient souffrance et destructrice? Et nous entendons des messages contradictoires à son sujet. D'un côté, on peut parler de puissance de la solitude et du pouvoir d'être seul, et de l'autre, de la solitude qui nous rend malades et qui est à l'origine de symptômes physiques et d'un émotionnel souffrant. Alors que fait-on de tout cela? On s'y perd un peu, vous ne trouvez pas? J'aimerais commencer par distinguer plusieurs cas de solitude. Je vous en propose 5 avec quelques subtilités, et je vous propose de voir ce qui résonne en vous et d'identifier où vous vous trouvez peut-être, parfois, ou le plus souvent. Peut-être pouvez-vous même ajouter des pourcentages à ces types de solitude et voir ainsi à quelle hauteur vous les vivez dans votre quotidien. Tout d'abord, on peut être seul physiquement, c'est-à-dire que nous n'avons pas de contact avec les autres, avec le monde extérieur à notre bulle. Notez que pour les autres cas, je parle de ressenti. Ce qui est important, c'est la façon dont vous vivez votre expérience de la solitude. Deuxième possibilité, l'on peut se sentir seul car on ne se sent pas appartenir à un clan, une famille, un groupe donné, une société même au sens plus large. On ne se sent pas inclus dans le groupe. L'on peut se sentir seul tout en étant avec les autres, en leur présence, car on ne se sent pas connecté à l'autre, aux autres. L'on peut aussi se sentir seul tout en étant avec les autres, car les autres ne comprennent pas qui je suis. On ne se sent pas entendu, compris. Peut-être qu'on se sent différent et on peut avoir le sentiment qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez nous, du fait de ne pas se reconnaître dans ceux qui nous entourent. Et puis, dernier cas que je propose ici, l'on peut se sentir seul car on ne se sent pas soutenu par l'autre. On cultive peut-être des amitiés ou des liens en surface en quelque sorte, et on a la croyance que nous n'avons personne sur qui compter véritablement en cas de besoin. Peut-être avons-nous fait l'expérience d'une trahison par une personne dans le passé, et nous avons depuis décidé de nous appuyer uniquement sur nous-mêmes pour ne pas revivre cette blessure douloureuse. Vous l'avez compris, on peut se sentir seul tout en étant entouré. La solitude n'est pas nécessairement liée à un isolement social, ce sont deux éléments distincts, très compatibles cependant. Alors quelles sont les raisons qui peuvent nous conduire à nous isoler? Nous pouvons avoir peur de réactiver une blessure d'abandon forte, être face à une anxiété de la séparation, un sentiment d'insécurité, une forte sensibilité aux critiques, un sentiment de ne pas être digne d'être aimé. Alors à quoi bon se lier avec l'autre? Une hypersensibilité peut-être qui nous draine parce qu'on ressent trop d'énergie et de stimulation au contact de l'autre, etc., etc. Au mot solitude, le dictionnaire nous parle de la situation de quelqu'un qui se trouve sans compagnie, séparé, solitaire, isolé, et de son contraire, le sentiment de connexion, d'être inclus, d'être en compagnie de quelqu'un. Alors j'attire votre attention sur la notion de séparation ici, ou plus précisément du sentiment de séparation. Si l'on se trouve dans une solitude souffrante, on vit la plupart du temps un sentiment de séparation de l'autre. Ce sentiment peut prendre source dans des troubles de l'attachement ou des blessures d'enfance impliquant une absence de sécurité. On se sent comme coupé et on va avoir l'illusion que l'autre partie de nous se trouve en dehors de nous. On peut vivre un manque affectif qui est un état primitif de douleur. Il génère un fort sentiment de désir de proximité, d'amour et d'affection. Il est souvent exprimé par des attitudes désespérées et associé à une sensation de perte de contrôle. Son caractère primitif, impulsif même, va nous pousser à aller combler ce vide que l'on ressent à l'intérieur, qui vient d'un manque qui remonte à l'enfance et que l'on vit comme un écho
qui se répètent dans sa vie d'adulte. En effet, la privation d'affection dans l'enfance ou le sentiment d'isolation ou de rejet, je parle bien de sentiments ici, auront un impact négatif sur la capacité de développer des relations saines à l'âge adulte. C'est comme si vous aviez été affamé émotionnellement, vous ressentez cette sensation physique de faim intérieure qui vous prend aux tripes et donc ce sentiment de vide. Et cette carence affective va nécessiter que vous cherchiez quelqu'un qui vous offre, à tout prix, et le coût est élevé, ce que vous n'avez pas reçu au cours des premières années de vie. Cet état va entraîner des attitudes qui vont toujours vous desservir car rien de l'extérieur ne pourra vous combler de manière pérenne et saine surtout. Il s'agit alors d'aller regarder ces blessures originelles car ce que vous allez obtenir, c'est uniquement un sentiment de bien-être éphémère, passager, simplement dû aux hormones libérées au moment où vous allez vous remplir. Et puis cela va redescendre. Il est donc question de sentiments de séparation et de déconnexion avec soi-même. Alors une question ici, je vous interroge. De quelle façon est-ce que vous vous déconnectez de vous et de votre monde en dedans? En buvant de l'alcool? En faisant du shopping, en dépensant de l'argent de manière compulsive? En mangeant? En passant des heures sur les réseaux sociaux, chez les autres? En fumant? En consommant des substances? Par des interactions sexuelles impulsives et sans connexion de cœur? En sortant et en faisant la fête tout le temps, rappelez-vous, je suis entourée mais je suis seule, avec les jeux vidéo. Voilà, quelques exemples ici, et si vous en vivez d'autres, mettez-les-moi dans les commentaires, je serai contente de vous lire. La question ici, c'est comment est-ce que vous vous déconnectez de vous-même? Et par extension, ce qui vient ensuite dans la connaissance de soi, c'est comment faites-vous pour revenir chez vous par la suite? Je vous invite à nommer la façon dont vous vous déconnectez de votre être et vous cherchez à fuir ce monde intérieur qui est le vôtre. C'est déjà une clé de l'identifier, de voir quel est le mécanisme de survie, puisque c'est de cela dont il s'agit que vous avez mis en place pour calmer cette impulsion qui vous met parfois en souffrance ou même en inconfort. Et de mettre de la conscience sur les indicateurs de la solitude va aussi vous aider. Est-ce que lorsque vous vous sentez seul, vous êtes triste? Vous manquez de motivation? Vous êtes fatigué, déprimé, peut-être déçu de vous? Vous manquez de confiance en l'avenir? Comment est-ce que cela se manifeste chez vous? Une chose est sûre, la solitude a un impact sur notre santé et peut même dans des situations extrêmes et de détresse conduire au suicide. Nous sommes des êtres de connexion, nous avons besoin d'établir des liens affectifs avec d'autres personnes. Cette connexion nous est vitale. C'est l'expérience du psychologue américain Harry Harlow qui a démontré que des petits singes préféraient de combler un manque de chaleur et de tendresse en choisissant une peluche qui ressemblait à leur mère plutôt de combler leurs besoins alimentaires ou même de repos. Les aliments ont une importance moindre à ce stade. Alors, si vous vous sentez vraiment vulnérable, surtout demandez de l'aide autour de vous. Dans le même temps, il va être tout aussi important de défaire les associations que vous avez créées par habitude et dans vos systèmes de pensée afin de dissocier le sentiment de bien-être à quelque chose qui vous est pourtant toxique. Je m'explique. Vous savez que fumer n'est pas bon pour vous, mais votre corps reçoit une dose d'hormones du plaisir au moment de l'expérience et l'associe à quelque chose de bien pour vous, qui vous conforte. Vous savez que ce partenaire vous est toxique, mais quand vous êtes dans ses bras, vous recevez votre dose d'endorphine, de la dopamine, de l'oxytocine, qui sont respectivement les hormones du bien-être, du plaisir et de l'attachement. Une partie de vous essaie de se détacher et à chaque fois que le vide se fait sentir, eh bien, votre cerveau sait qu'il va trouver nourriture à cet endroit-là. Et c'est comme cela que parfois vous vous faites balader et peiner à laisser aller une expérience qui n'est pas juste pour vous. Idem pour les relations sexuelles impulsives et éphémères. Le corps et la peau vont être nourris dans le moment, mais votre cœur, lui, va se dessécher.
La majeure partie du temps, il va rester en profonde solitude, car vous aurez partagé le corps physique, mais pas votre intimité d'être, ni votre âme avec cette personne. En anglais, intimité se traduit par intimacy, qui dit in to me, see, S-E-E, see, du verbe voir. En moi, tu vois, au plus profond de mon être. Et il est fort probable que vous ne puissiez partager cela en quelques heures avec un individu, un presque inconnu, entre guillemets. Et c'est pourtant ce qui nourrit et ce que demande le cœur. Alors il arrive que, dans certains cas, j'essaie de me connecter aux autres afin de tenter de me connecter à moi-même. En partageant mon monde intérieur avec le monde extérieur, je me dis que je serai connectée à ce qui se passe en dedans. Parce que, en réalité, je ne sais pas y aller tout seul. Et parce que, si je m'assois avec moi-même, j'ai peur d'être terrorisée par ce que je vais trouver. C'est insécurisant. Le premier chakra est alors en défaut. Je ne veux pas me connecter à moi-même parce qu'il y a des parties de moi que je ne veux pas voir ni reconnaître. Et par conséquent, je choisis de me déconnecter à mon monde intérieur et je vais même jusqu'à fusionner avec l'autre pour ne pas être moi. Si c'est difficile d'y aller seul pour vous, et je comprends tout à fait, venez me voir en soins. Je maintiens cet espace sécurisé et bienveillant, sans jugement, et je vous accompagne sur ce chemin vers soi pour libérer ces ombres qui vous génèrent de l'émotionnel et vous empêchent de vous réaliser. Et ce n'est pas de votre faute, c'est le rôle de votre mental de vous protéger de ce qui semble insécurisant. Et si vous sentez de démarrer en autonomie, journaler est alors la meilleure recommandation que je peux vous faire ici. Un papier et un stylo tout simplement pour poser à l'extérieur ce qui se joue en dedans, mais tout en étant connecté à votre jardin intérieur. Cela me fait penser au chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Après les 300 premiers kilomètres de marche à partir de Saint-Jean-Pied-de-Port, la deuxième partie du chemin a été nommée le désert. Littéralement, c'est le désert et il n'y a rien autour de vous que des rares bottes de foin et vous pouvez voir à 10, 15 kilomètres à l'horizon sans croiser un arbre, rien, une ligne droite et aucune distraction. Et là, vous êtes face à votre mental. Et ça mouline. Et ça dure environ 10 jours de marche à raison de 27 à 34 kilomètres par jour pour ma part. Et le nombre de pèlerins qui tentaient de s'incruster et de discuter de tout et de rien, hein, c'était vraiment impressionnant. Jusqu'à même aller créer des conflits quand j'exprimais mon choix de marcher seule. C'était moins pire pour eux de créer du drama que d'être face à leur propre solitude et à leurs pensées. Et c'est là que je me suis vraiment rendu compte à quel point la solitude pouvait faire mal. C'est vrai. Mais au moins, quand vous faites le choix d'aller explorer cette solitude, au bout de 10 jours, vous avez bien épuré, je vous promets. Et justement, cette marche méditative fut des plus bénéfiques pour moi. D'où les messages opposés qui parlent de pouvoir de la solitude et des recommandations de la cultiver dans certains cas. Car en effet, la solitude intentionnelle a de nombreux bienfaits. Elle permet de grandir, de mieux se connaître, de nous aider à mieux nous comprendre, clarifier son esprit. Et toujours après les soins, je vous recommande de prendre ce temps avec vous-même. Un temps de passivité qui reste néanmoins actif, il ne s'agit pas de rester immobile parfois, car il est dans une réceptivité d'information. C'est ce que la méditation ou les pratiques de pleine conscience, par exemple, vous permettent de réaliser. La solitude intentionnelle et de votre propre gré permet aussi de stimuler votre créativité car vous pouvez être réceptif et vous connecter à votre intuition. Ce qui n'est pas toujours facile à faire lorsque vous êtes avec d'autres personnes qui pourraient vous influencer. Et dans la mesure où vous vous trouvez en sécurité, apaisé et confortable dans votre solitude, vous êtes autonome et vous vous affranchissez des dépendances matérielles ou affectives éventuelles. Vous savez dire non et faire respecter vos frontières car vous vous sentez digne et au complet, suffisant. Et par ailleurs, en vous connectant à vous-même, vous pouvez vous connecter à vos désirs, vos besoins, votre joie
et allez chercher vos joyaux intérieurs. Et à cet endroit, vous êtes dans votre pouvoir personnel en co-création avec la vie. C'est pas magnifique? En anglais, vous avez deux façons de traduire la solitude. Lonely et alone. Lonely va avoir un peu un caractère négatif, je dirais, entre guillemets, qui correspond à ce que j'ai décrit au début de cette capsule. Et alone va toujours parler de solitude, certes, mais vient avec une énergie qui transcrit une idée d'autonomie et d'être au complet, car alone se lit aussi all one. Je suis un, et donc au complet. Je ne manque de rien. Alors, je vous invite à être plutôt alone, un avec vous-même. Je dirais que ce qui me paraît important, c'est d'être en paix avec sa solitude. Alors, je vais clôturer cette capsule avec une citation de Monsieur Salomé, qui est un psychosociologue et écrivain français avec qui j'ai eu la chance d'effectuer un certain nombre de stages et qui dit: la pire des solitudes n'est pas d'être seul, c'est d'être un compagnon épouvantable pour soi-même et de s'ennuyer en sa propre compagnie. Je vous laisse vous dire ce que cela éveille chez vous. Je vous lirai bien volontiers si vous souhaitez le partager dans les commentaires. Voilà, c'était Aurélie Enda sur To Be Your Joy. Je vous remercie comme d'habitude pour votre écoute aujourd'hui sur ce thème de la solitude. Pensez à cliquer sur le pouce j'aime si le contenu vous a plu et pour soutenir la chaîne, permettre une meilleure diffusion par YouTube. Et en attendant la prochaine capsule ou vidéo, surtout, prenez soin de vous et de votre solitude.